Alors c'est parti pour le dernier chapitre de géologie, chapitre 5, disparition des reliefs qui correspond au chapitre 9 de votre livre. Que se passe-t-il donc après la collision? Dans un premier temps, on va voir les caractéristiques des chaînes de montagnes anciennes, leur relief, retour sur la construction du mot faite en début de géologie, donc sous le massif central. Enfin, au niveau du massif central, des reliefs peu élevés, au niveau des Alpes, des reliefs beaucoup plus élevés. Au niveau du Mot, une remontée du Mot sous le massif central, beaucoup plus profond dans les Alpes, et une remontée même plus élevée que dans des plaines comme le bassin parisien ou le bassin aquitain. On a donc des montagnes anciennes comme le massif armoricain en Bretagne, les Ardennes près de chez nous, les Vosges et le Massif central par rapport à des montagnes jeunes, les Alpes, les Pyrénées. Vous devez être capable d'en citer quelques-uns. Vous allez utiliser un KMZ qui vous superpose donc différents documents. On voit ici que dans ces montagnes anciennes, on a une majorité de roches plutoniques à l'affleurement, ce qu'on appelle des massifs cristallins. Alors c'est pas normal d'avoir des roches plutoniques à l'affleurement puisqu'elles ont été formées en profondeur. De plus, en grand B, la nature des roches. Si on regarde la carte de France, qu'est-ce que l'on trouve à l'affleurement? Eh bien, dans le massif central, par exemple, vous voyez qu'on trouve beaucoup de granodiorites et granites anciens à l'affleurement. Or, ces roches se sont formées en profondeur. On en a un peu dans les Alpes, mais beaucoup plus proportionnellement dans une chaîne de montagnes anciennes, massif armoricain ou massif central, ainsi que des roches métamorphiques, gneiss et granit cambrien, machin, que vous avez ici en rose. Ce qui amène à la notion 24. On y observe à l'affleurement une plus forte proportion de matériaux transformés, donc des roches métamorphiques, et ou formés en profondeur, des granites par exemple. Maintenant, comment les reliefs sont-ils effacés? Eh bien, c'est le travail de l'altération et de l'érosion. Définition du site. L'altération, ce sont des mécanismes physico-chimiques qui transforment les roches en particules en libérant les ions qui constituent ces roches. Deux types d'altération ont lieu. L'altération physique, par exemple quand il gèle et quand il dégèle. Quand il gèle, l'eau emprisonnée dans les roches va geler elle aussi et donc gonfler et faire éclater la roche quand on aura le prochain dégel. C'est également l'action des racines des végétaux. L'altération chimique par la pluie qui hydrolyse les roches et qui se fait en surface. L'altération, c'est le premier procédé puisque ça précède l'érosion. Définition de l'érosion, qui est le démantèlement qui aboutit à l'aplanissement du relief. Les facteurs d'érosion que vous avez là. Vous avez ici un paysage calcaire, donc relativement facile à altérer et éroder. La pluie s'est insinuée dans ce massif et a creusé ce qu'on appelle un karst, c'est-à-dire cette espèce de gruyère perforée de nombreux trous. Pourquoi la pluie agit-elle ainsi? Eh bien parce qu'elle va détruire le carbonate de calcium, parce que cette eau est chargée de dioxyde de carbone, et donc libération du calcium et d'ions hydrogénocarbonate. Alors on trouve ici dans cette comparaison entre l'eau de pluie et l'eau circulant dans le calcaire, cet enrichissement en Ca2+, mais aussi en Mg2+, pas de modification au niveau du K+, pas beaucoup d'évolution en Na+, mais par contre un enrichissement en ions hydrogénocarbonate et un peu en sulfate.
Des roches ici beaucoup plus dures à altérer, à éroder, c'est du granit au départ, et bien même une roche très dure, avec le temps, va subir l'action de l'altération et de l'érosion. On obtient ce qu'on appelle une arène granitique. Il y a encore certains morceaux euh, plus résistants, souvent constitués de quartz. Ici, c'est pratiquement que du quartz. Et puis, on a une espèce de boue, de l'argile qui s'est formée. On le voit au niveau de la lame mince, qui montre que les feldspaths sont en partie digérés, transformés en minéraux argileux. Les quartz restent identiques à eux-mêmes parce qu'ils sont très résistants. Les micas sont eux aussi partiellement digérés jusqu'à une transformation totale. Vous allez en TP étudier un sable. Pour cela, vous allez utiliser des tamis avec des mailles de différents diamètres. Vous pouvez aller voir le principe du TP à cette adresse. Vous allez devoir rentrer vos données de pesée au niveau de chaque tamis dans un document préparé, ce qui va vous permettre d'avoir une courbe qui représente l'étude granulométrique du sédiment, soit sous forme d'histogramme, soit sous forme de courbe, qui sera directement tracée à partir des données que vous allez fournir. Ici, on a 3 sables qui ont été étudiés. Une arène granitique, c'est-à-dire au pied de la montagne, au niveau de la source de l'Hérault. On voit qu'il y a une majorité de gros éléments. Ici, un sable qui a été transporté par le fleuve et donc qui est mieux trié. Il y a moins d'éléments gros, plus d'éléments moyens et peu d'éléments fins. Et enfin, un sable qui est arrivé jusqu'à la mer, au niveau de l'embouchure de l'Hérault. Eh bien, on a encore un déplacement de la majorité des éléments de l'histogramme vers la gauche, des éléments qui ont presque tous la même taille maintenant et qui sont très brillants, ce qui montre qu'ils ont été bien érodés, bien transformés par le transport, et donc les courbes cumulatives correspondantes. L'altération et l'érosion ont été étudiées par un certain Ullström, un Suédois que vous avez ici, au début du XXe siècle, qui a construit ce diagramme et qui montre que suivant la taille de l'élément, du plus fin, l'argile, au plus gros, les galets puis les blocs, eh bien, on va avoir des transformations qui vont dépendre de la vitesse du courant. Si le courant est fort, il pourra transporter très loin, ici, des particules même grosses. Il y aura des pots si le courant est très faible, même pour des petites particules. Par contre, il y aura érosion si la vitesse du courant est grande, que les particules soient petites ou grosses. Donc ce diagramme, vous devez être capable de l'utiliser. Un autre document qui se trouve dans le KMZ, la hauteur du sommet du Mont Blanc, qui est repris ici en 2006, la courbe verte. En 2007, alors là, il n'est pas réduit, mais il remonte. On retrouve là le phénomène d'isostasie. Quand il y a érosion, eh bien, il y a remontée derrière de la chaîne. Puis en 2008, il a un petit peu migré, on va dire. En 2009, il a été bien érodé. Donc les parties superficielles des reliefs tendent à disparaître. Altération et érosion contribuent à l'effacement des reliefs. Mais la tectonique joue également un rôle dans cet effacement des reliefs. En effet, ici, on est dans la chaîne alpine.
On pourrait s'attendre à n'y trouver que des failles inverses qui signent la compression due à la formation de la chaîne de montagne, à la collision notamment. Or, il n'en est rien. On trouve beaucoup de failles normales, ici, mais aussi beaucoup tout ici, ainsi que des failles de décrochement. Alors je rappelle ici les 3 mouvements de failles possibles. La faille normale qui est une faille d'extension, la faille inverse qui est une faille de compression et la faille de décrochement qui est une faille de cisaillement. Par GPS, on peut également prouver cela. Eh bien, vous voyez que dans les Alpes, on n'a pas que un mouvement comme ceci, comme on pourrait le croire après la subduction puis la collision, mais on a certes des mouvements dans ce sens, mais on en a aussi complètement à l'opposé, qui prouve qu'il y a une extension. Alors vous avez ici 2 schémas que je vous invite à recopier dans votre cours. Lorsque la croûte devient très épaisse, elle se réchauffe à cause des éléments radioactifs qu'elle contient et elle va se ramollir, et en particulier en profondeur, et donc se casser, s'effondrer, s'amincir. D'où la notion. J'accélère, sinon j'y arriverai pas. Grand 3, le devenir des produits du démantèlement. Tout d'abord, le transport et la sédimentation qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, retour sur les mailles retenant différentes tailles d'éléments. Donc ici, on est dans le massif armoricain, on a des produits qui se déposent. Retour sur le graphique d'Ullström. Suivant la taille des particules et la vitesse du courant, on aura érosion, transport ou dépôt. Dépôt, on parle aussi de sédimentation. Dans le KMZ, vous avez différents types de sédiments, des sédiments les plus fins, argilo-calcaires, des calcaires, des graviers, des limons, etc. Et ici, vous avez particulièrement beaucoup de sédiments déposés au niveau du Gange à cause de l'Himalaya qui est détruit. Ici, vous allez faire un travail en TP sur la sédimentation en Méditerranée pour mesurer le taux de sédiment. Ici, j'ai changé la photographie de votre livre qui se trouve page 197 parce qu'elle était vraiment affreuse. Nous avons vu à Lille ce type de coraux fossiles au niveau de la Vieille Bourse, par exemple, l'année dernière. C'est une sédimentation carbonatée. Je vous invite à recopier, je ne l'ai pas prise ici, l'équation quasiment inverse de celle de tout à l'heure, où les ions Ca2+ vont se coupler aux hydrogénocarbonates pour former du carbonate de calcium constituant les habitations en quelque sorte de ces êtres vivants qui vivent en colonie et forment de magnifiques structures aux coraux. Ce qui amène à la notion 27. Nous en sommes maintenant au grand B, recyclage de la croûte continentale. Cette image nous fait penser que ces reliefs ne sont pas permanents, qu'il y a érosion. On voit ici des tas de graviers, des tas de cailloux. Eh bien, cette montagne, aussi belle qu'elle soit, elle est en train d'être érodée et ces éléments vont être transportés par une rivière ou par le vent ou par différents éléments. Ici, nous avons des cipolins qui sont des marbres, c'est-à-dire des roches issues des roches métamorphiques issues de calcaire que l'on trouve dans l'Himalaya, mais qu'on trouve aussi dans les Alpes. On a ici une rivière qui nous laisse penser qu'il y a érosion, transport, sédimentation, puis formation de nouvelles roches, c'est-à-dire de diagénèse, nouvelles roches sédimentaires. Nous avons ici l'épaisseur des sédiments dans le golfe du Bengale qui amène à la notion 28 qui permet de conclure par un schéma. Je vous invite à compléter ce schéma pour avoir toute l'évolution des roches au cours du temps